Ulysse Bergeron, merci beaucoup d'être là. Merci de vous être prêté au jeu. Oui. On va donc parcourir cette décennie en ordre chronologique, évidemment. On commence 2010. On est clairement dans la foulée de la crise financière. On sort de ce qu'on a appelé la grande récession. Donc, 2008, crise financière, suivie d'une crise économique essentiellement. Donc, je voulais apporter peut-être une attention particulière à la réaction des gouvernements et à la façon dont certains gouvernements ont voulu encadrer le secteur financier en se disant essentiellement, bon, on ne veut plus de ce type de crise. Clairement. Bien, aux États-Unis, on a mis en place, et ça a été mis en place en 2010, la loi Dodd-Frank, qui est une loi qui, j'entrerai pas dans les détails, mais qui encadre le secteur financier et qui, à titre d'exemple, ne permet plus aux institutions financières de s'endetter autant. Donc, on ne souhaite plus tomber dans cette spirale d'endettement qui a mené, disons-le, à la crise financière de 2008 et à la crise économique. Donc, mise en place de certains garde-fous. Certains diront que c'était pas assez, que c'est une loi de compromis, mais essentiellement, on a décidé d'être proactif. C'est pas parfait et ça sera modifié dans les années futures, mais ça, c'est un autre dossier. Et c'est peut-être un peu dans la foulée, si on passe à 2011, le mouvement Occupy Wall Street. Bien, socio-économique, parce que lorsqu'on parle d'une crise économique, on parle évidemment d'une crise sociale dans une moindre mesure, mais tout de même, les gens ont dû réagir à cette crise. Il y a des mouvements de mobilisation qu'on a constatés à plusieurs endroits sur la planète. Aux États-Unis, à partir de l'automne 2011, c'est réellement un mouvement de dizaines de milliers de personnes qui décident de... On dénonce les inégalités. On dénonce les inégalités, l'inéquité également au sein même de la population américaine. Il y a nous sommes le 99 qui se mobilise en disant, bien, écoutez, il y a 1 de la population qui va chercher, disons, le pactole sur le plan économique. Donc, il y a des mouvements aux États-Unis, mais je voulais également souligner que tout ça est dans une mouvance globale, mondiale, parce que, rappelez-vous, il y a les indignés en Espagne, il y a également des mouvements sociaux en Irlande, au Portugal, bref, essentiellement, la population réagit. On l'a senti un peu partout. Parliez de l'Europe, 2012, la saga, la crise de la dette en Grèce. Qu'on aurait pu commencer en 2008, avec la crise financière, mais essentiellement, c'est on pourrait dire que c'est le symbole. La Grèce est devenue le symbole, en quelque sorte, de l'impact de la crise économique et de la crise financière. C'est devenu une crise qui est à la fois politique, au sein même de l'Union européenne, également une crise structurelle au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire quelles sont les instances qui ont le pouvoir, de quelle façon on peut apporter de l'aide à un pays, de quelle façon également on doit le faire. Crise politique, ça a mené au pouvoir un parti d'extrême gauche quelques années plus tard. Et crise sociale, encore une fois. Clairement. Le taux de chômage a dépassé le 25 %. L'endettement de la Grèce, c'était à un certain moment autour de 175 %. Ça a été très long sans remettre. On en parle encore, d'ailleurs. 2013, on revient au pays. Fermeture de Zellers, décision d'entreprise symptomatique des difficultés dans le secteur. Bien, absolument. Dans le secteur, disons-le, c'est extrêmement difficile. On fait face, dans le commerce de détail, à deux phénomènes ou deux effets qu'on appelle, entre autres choses, l'effet Walmart. Donc, ces méga grandes surfaces qui sont des méga magasins généraux, essentiellement. Donc, ça, c'est un premier aspect. On a dû jongler avec cette réalité au cours des années 80, 90, mais on sent l'impact, ce que menait, entre autres choses, à la fermeture de Zellers. Il y a également l'effet Amazon qui se fait sentir. Et lorsqu'on parle d'effet Amazon, on parle de quoi? C'est pas uniquement l'entreprise Amazon. Non, tout le commerce en ligne. C'est tout le commerce en ligne. Il y a Zellers, il y a eu Eaton avant. Zellers a été, en tout cas, les locaux ont été rachetés, entre autres choses, par Walmart, par Target. Target qui a fini par quitter à son tour. Donc, disons que Zellers est devenu, ou on pourrait le présenter comme un symbole de ce qui se produit dans le commerce de détail. Le premier d'une longue série, exactement, et toutes sortes de petites bannières aussi qui ont disparu par la suite. On passe à 2014, période douloureuse, surtout dans l'Ouest, chute du prix du pétrole. Chute du prix du pétrole. Il faut se remettre en contexte. Mois de juillet 2014, l'Arabie saoudite, certains pays qui sont producteurs de pétrole, qui sont membres de l'OPEP, décident de produire davantage de pétrole. Donc, l'offre augmente sur les marchés pétroliers. C'est un impact direct sur les cours du pétrole qui chutent. L'objectif, disons-le, était de freiner la croissance des producteurs de pétrole non conventionnels. Donc, par non conventionnel, on parle du pétrole de schiste aux États-Unis, entre autres choses.
le pétrole issu des sables bitumineux. On pourrait dire également les régions difficiles d'accès à l'Arctique, à titre d'exemple. Oui. On réagit. Ça a un impact, et ça a un impact inévitablement au Canada. Et sur les emplois et sur la devise, les effets ont été très, très longs. Il y a peut-être un petit lien, puisqu'on parle de pétrole, carburant, le Dieselgate 2015. Volkswagen, ça a été le début d'une longue saga douloureuse. Oui, et ça a frappé fort. Rappelez-vous, le matin, lorsque l'annonce est sortie, de quelle façon ça a réagi. C'est l'ensemble de l'industrie automobile qui a été affectée. Je rappelle les faits. On parle de Dieselgate, mais on pourrait parler au départ de scandale Volkswagen. Oui. Volkswagen qui s'est organisé entre 2009 et 2015 pour, disons, fausser les données en lien avec les émissions polluantes, les émissions de gaz polluants. Oui. On s'est mis à enquêter sur l'ensemble de l'industrie automobile. On a découvert que plusieurs marques qui appartiennent toujours à Volkswagen, utilisaient une stratégie similaire. Trichaient, on peut le dire. On parle de fraude. Audi, c'était le cas pour Audi, c'était le cas pour Porsche, entre autres choses. Mais il y a d'autres entreprises qui faussaient les données avec d'autres stratégies. Je rappelle Mitsubishi, entre autres choses. Oui, et ce scandale-là a coûté jusqu'à maintenant 50 milliards de dollars et c'est pas terminé. 2016, ça marque l'année du point de vue économique, politique, social, l'élection de Donald Trump. J'hésitais à vous parler de Pokémon Go, dont on a tellement parlé à l'été 2016, mais disons que c'est un autre personnage qui attire l'attention. Dans ce cas-ci, c'est Donald Trump qui arrive. Vous savez, en économie, on parle de Black Swan, des fois de signes noirs, comme l'oiseau, pour désigner ces événements qui changent la donne, des événements imprévus. L'élection de Donald Trump est certainement l'exemple du Black Swan par excellence. Dès son élection, on sent que ça va changer la donne par le ton, avec ses tweets, ses fameux tweets. Il s'attaque à ses propres entreprises. Quand je dis ses propres entreprises, c'est les entreprises américaines, entre autres choses, du secteur de l'automobile. S'attaque à des pays alliés, le Canada, l'Europe, entre autres choses. Et là, il y a un avant et un après. Donald Trump, on est dans cette ère, disons, de confrontation commerciale depuis l'élection de Donald Trump. Et on le voit encore, la signature de l'ASEUM, le conflit avec la Chine, on en sent encore les effets très marqués. 2017, choc au Québec, Bombardier vend la C-Series. Oui, et fin d'un beau rêve qui a commencé en 2008. Rappelez-vous, on a annoncé ce programme de la C-Series, donc un avion un programme qui permettait de mettre en place, de construire des appareils plus efficaces sur le plan de l'énergie, de la consommation de l'énergie. Mais il y a deux problèmes majeurs dans tout ce dossier. Premièrement, les retards. Ça a permis aux concurrents directs de Bombardier dans ce créneau, donc Airbus et Boeing, de réagir, de réadapter, de construire différemment certains appareils, remotorisés entre autres choses, et le carnet de commandes, disons-le. On n'a jamais réussi, dans le cas de Bombardier, à remplir un carnet de commandes. Et là, on vend la C-Series à Airbus. Et l'A220 aujourd'hui qui commence à décoller. Oui, qui commence à décoller, disons-le, aide gouvernementale du gouvernement du Québec. Oui, pour une somme astronomique, il faut le rappeler. 2018, et ça, Facebook, on marque l'événement avec le scandale Cambridge Analytica, mais c'est aussi une décennie Facebook, si vous voulez. C'est une décennie Facebook. Je rappelle, Cambridge Analytica, c'est une société qui analyse les données, qui collecte les données. Dans ce cas-ci, l'entreprise a été impliquée dans la campagne électorale de Donald Trump en 2016. C'est ce qu'on apprend en 2018, c'est qu'on a utilisé environ, les données personnelles sans consentement des utilisateurs Facebook, d'environ 87 millions d'utilisateurs Facebook. Et là, c'est l'envers de la médaille de ces géants du numérique, en quelque sorte, qui fait son apparition. On se met à questionner non seulement Facebook, mais l'ensemble de ces géants du numérique quant à l'utilisation des données personnelles, entre autres choses. C'est le cas pour Google, c'est le cas pour Apple. Également, 2018, je rappelle, lorsqu'on parle des GAFA, Apple va dépasser les 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière.
on parle de ces géants à partir de ce moment-là de façon quotidienne. Oui, et là, vous parliez de données personnelles, c'est en lien avec 2019. On a choisi Desjardins, la crise et le vol de ces données. Bien, entreprise privée qui est la plus importante ici au Québec, donc inévitablement, ça a eu un impact. On l'apprenait dans les dernières semaines, c'est 4 200 000 victimes de ce vol de données. On est passé en quelques semaines de 3 millions, environ un peu moins de 3 millions, à 4 200 000 victimes. Et on a ajouté les détenteurs de cartes de crédit. Absolument. Alors, ça continue de grimper. Ça continue de grimper. Simplement rappeler que c'est une remise en question de l'utilisation des données personnelles par les institutions financières également, pas uniquement Desjardins. Pensez à BMO, dans une moindre mesure, qui a connu des moments difficiles également. Des questionnements sur les agences de crédit. Equifax également, qui est devenu l'exemple à ne pas suivre quant à une gestion de crise. Desjardins a tout de même bien réagi en étant proactif et en étant transparent dans ce dossier. Mais ce n'est pas terminé, non? Non, c'est clairement pas terminé. C'est des dossiers qu'on va continuer de suivre inévitablement dans la prochaine décennie, qui sera celle de l'hyperconnectivité des dossiers environnementaux. On se donne rendez-vous dans 10 ans, Ulysse Bergeron. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour nous. Merci, au revoir. Au revoir.